Pour cela que je trouve l'IA intéressante, c'est de gagner du temps là où c'est justifié pour passer davantage de temps à améliorer justement les formations. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Cet épisode est soutenu par Dict AI. C'est l'application qui a changé mon approche des conférences, des réunions et même des entretiens. Elle permet de retranscrire intégralement les prises de parole, de les synthétiser sous forme de compte-rendu, mais aussi de les analyser en mode SWOT, carte mentale ou rapport personnalisé. Depuis que je l'ai découverte, j'en parle à tout le monde et je ne voulais pas manquer de t'en informer. Dict AI est disponible sur tous les stores, alors essaie-la et tu ne pourras plus t'en passer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Jonathan Potier. Jonathan est l'expert incontesté de l'évaluation de la formation en France. Il est responsable de l'académie AG6, une ESN basée dans l'Oise près de Compiègne. Il est également l'auteur d'un livre, L'évaluation de la formation, qui va vers sa 4e réédition, et hôte d'un podcast avec son compère Joss Frémont. Bonjour Jonathan. Bonjour Delphine. Alors Jonathan, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas malgré tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points, en 3 dates ou en 3 chiffres clés, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Voilà, j'ai fait toutes mes études dans les ressources humaines et j'ai une date clé pour moi, c'était 2011. J'avais soutenu ma thèse de doctorat en sciences de gestion sur le sujet de l'évaluation des formations. 2013 est une autre date, c'est la première édition du livre dont tu as parlé, l'évaluation de la formation des éditions Duno. Et c'est aussi l'année au cours de laquelle j'ai commencé à travailler avec les Kirkpatrick pour les représenter dans le monde francophone, toujours sur le sujet de l'évaluation des formations. Donc voilà, ça fait 20 ans que je travaille dans le monde de la formation et ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet de l'évaluation. Waouh, c'est quand même énorme. Et du coup, tu as un parcours assez impressionnant dans ce domaine. Pourquoi as-tu choisi de te spécialiser justement dans le domaine de l'évaluation de la formation? Alors à la base, c'est vraiment, on va dire, une anecdote. Suite à mon DESS, maintenant on dit Master 2 RH, je souhaitais donc continuer en thèse. Et en fait, c'est l'un de mes co-directeurs de thèse qui était un spécialiste de l'évaluation de la gestion des ressources humaines qui m'a dit, bah tiens, ça serait intéressant de travailler sur un sujet, c'est l'évaluation de la formation. On n'en a pas encore fait le tour, donc ça sera intéressant de creuser son sillon et d'explorer le sujet encore davantage. Et je me suis dit, ouais, ça a l'air sympa. Il y a du potentiel, donc on va partir sur ce sujet. Et moi, je voulais devenir maître de conférence. J'ai soutenu ma thèse sur le sujet, mais je suis resté dans, on va dire, le monde de l'entreprise. Entrons dans le vif du sujet. Quelle est la plus grande erreur que tu vois souvent dans la manière dont les entreprises évaluent leur formation? Et comment peuvent-elles y remédier? La plus grande erreur, je pense que c'est de considérer que l'évaluation est quelque chose qui se passe après la formation. Donc on réalise les formations et après on se pose des questions et on se dit, bah tiens, comment on va pouvoir démontrer qu'elles ont servi à quelque chose. Donc ça, c'est l'erreur principale. On va dire la solution cool de source, c'est pour y remédier, c'est de travailler l'amont. Et donc c'est vraiment de considérer que l'évaluation est quelque chose qui vient structurer complètement l'action de formation et que ça doit intervenir dès l'analyse du besoin bien en amont pour formuler des objectifs, identifier des indicateurs de résultats, etc. D'accord. Et donc, tu as déjà vu des entreprises le faire pour de vrai ou pour le moment, c'est de l'ordre de la théorie? Alors, si, ça existe. Ça existe, fort heureusement. Ça n'est pas encore la norme. Là, récemment, je voyais une entreprise basée au Canada, au Québec précisément, qui réalisait vraiment des choses très très avancées sur le sujet. Ça fait vraiment plaisir lorsque l'on constate qu'il n'y a pas que des éléments théoriques, il y a aussi de la mise en pratique en matière d'évaluation. Mais c'est vrai que ça n'est pas encore la norme que de commencer à penser évaluation avant la formation. Alors bon, moi, comme tu le sais, je suis déjà acquise à ta cause. D'abord, j'ai lu ton Oui. livre et on en a parlé sur ton podcast. Pour nos auditeurs, en fait, ce que j'aimerais, c'est que tu décrives comment concrètement il faudrait qu'ils s'y prennent pour intégrer dès le départ cette vision évaluation dès le recueil des besoins, dès la fixation des objectifs. Alors, je vais devoir faire un détour, si tu le permets, par le fameux modèle de Ah Kirkpatrick. bah évidemment. Voilà. Alors, Kirkpatrick, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, donc un chercheur américain qui a écrit des articles pour décrire 4 niveaux d'évaluation, ce que beaucoup ont ensuite appelé le modèle de Kirkpatrick. 4 niveaux d'évaluation qui correspondent à 4 types de résultats.
Le niveau 1, réaction, c'est ce qu'on appelle fréquemment l'évaluation de la satisfaction ou l'évaluation à chaud, etc. Mais on parle vraiment des réactions des apprenants, des participants eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont apprécié la formation, pour dire les choses simplement? Niveau 2, apprentissage, qu'est-ce qu'ils ont appris? Est-ce qu'ils sortent de la formation intellectuellement ou habilement enrichis? Est-ce qu'ils ont pu acquérir de nouvelles connaissances, commencer à développer des compétences, etc. Donc on est encore vraiment dans le milieu de la formation, on est encore dans la formation. Niveau 3, là on revient en situation de travail. Niveau 3, comportement, c'est aussi ce que l'on nomme fréquemment le transfert des acquis ou transfert des apprentissages. Est-ce que l'on utilise ce qui a été appris en formation? Est-ce que les apprenants transfèrent ce qu'ils ont appris depuis le lieu de la formation vers, on va dire, leur lieu de travail, vers les situations de travail réelles? Et niveau 4, c'est résultat. Là, on parle vraiment de l'impact opérationnel. Est-ce que le fait justement qu'il y ait eu transfert des acquis, donc les apprenants ont changé leur pratique, ont amélioré leur pratique, etc. Et ça a un impact opérationnel sur des indicateurs de résultats. L'exemple classique, c'est de dire, voilà, on forme des commerciaux, ils mettent en œuvre de nouvelles pratiques ou des pratiques perfectionnées, et ça a un impact, par exemple, sur le chiffre d'affaires. Donc là, je décris 4 niveaux et l'idée, c'est que pour construire un dispositif d'évaluation, ce modèle doit être lu à l'envers. Donc on commence toujours par la fin. On va commencer par le niveau 4 et là, typiquement, on va venir questionner le client, interne ou externe, le commanditaire, pour déterminer avec lui, voilà, quel est un peu l'enjeu business, qu'est-ce que l'on attend de la formation. On va parler d'objectifs, de résultats, on va parler d'indicateurs de résultats, etc. Et ça, c'est vraiment un échange que l'on va avoir avec le commanditaire pour construire tranquillement le tableau de bord qui va suivre, qui va permettre en tout cas le suivi de la formation. Niveau 3, on va redescendre au niveau des comportements. Là, c'est plutôt avec on va dire les opérationnels, les gens qui connaissent le métier. Donc ça peut être les apprenants eux-mêmes, ça peut être des managers, des collègues, peu importe, des experts métiers, et on va définir les bonnes pratiques, les comportements attendus. Alors quand je parle de comportement, je reprends vraiment les termes du modèle Kirkpatrick, mais je dis souvent, c'est finalement le comportement, c'est un peu la partie visible de la compétence mise en œuvre. Donc si on a des compétences qui sont bien formulées, voilà, utilisons les compétences que l'on a dans nos référentiels. Et ensuite, une fois qu'on a défini les niveaux 4 et 3, seulement on va passer on va dire à la solution pédagogique, à la solution formation, et on va déterminer comment on va évaluer le niveau 2, ce que les personnes auront appris pour pouvoir valider ça, et ensuite le niveau 1. Arrivé à ce stade, on va dire, c'est très simple. La plus grande difficulté, ce sont surtout les niveaux 3 et 4. C'est clair. Et alors justement, tu évoques, cette plus grande difficulté. Qu'est-ce qui freine en fait les entreprises à mettre en œuvre ces 4 niveaux? Parce que tel que tu le décris, ça a l'air assez logique et même c'est intéressant de les évaluer. Donc pourquoi, jusqu'à maintenant, on a du mal à trouver des entreprises qui le font vraiment? Alors, jusqu'à maintenant, la raison numéro 1, c'était, tout simplement, l'absence de demande. Les clients ne demandaient pas de résultats. Donc les professionnels de la formation se disaient: «Bon, finalement, quel est l'intérêt d'évaluer, si, tout le monde se fiche des résultats que l'on va pouvoir montrer? L'important, c'est d'avoir de la formation, du contenu, des catalogues bien fournis, etc.» Le contexte économique, étant ce qu'il est, là, on commence à avoir des demandes de plus en plus pressantes et donc les choses, tendent à changer. Donc il y a cette absence de demande, il y a aussi les professionnels de la formation qui ne savent pas toujours, quoi évaluer et comment l'évaluer. Donc là, il y a une question aussi de compétences, compétences techniques. Et puis il y a aussi ce défi, mais ça prend du temps, c'est que, souvent la formation est considérée dans l'entreprise comme étant, l'affaire, des professionnels de la formation uniquement. Et donc on ne considère pas la formation, en tout cas le succès de la formation ou son échec, comme étant à responsabilité partagée. Et là, il faut pouvoir embarquer les managers. Je pense notamment dans le niveau 3, pour accompagner les collaborateurs qui vont transférer leurs acquis, on doit pouvoir travailler avec les managers, main dans la main, et ça n'est pas toujours le plus simple, parce que les pauvres managers, on leur charge un peu souvent la mule, ils ont pas mal de casquettes, ils ont peu de temps, et donc voilà, il y a une difficulté à ce niveau. Ouais, j'en parlais, récemment justement avec, Marie-Laure Deschamps sur, la complémentarité, formation coaching et le rôle que pouvaient jouer les managers, coach pour Oui. justement accompagner, la mise en œuvre, enfin le transfert en fait, des acquis de la formation dans l'activité professionnelle du collaborateur. Donc on était tout à fait en phase avec ce que tu viens d'évoquer. Tout à fait. Parallèlement, on voit qu'il y a quand même, pas mal d'entreprises qui maintenant se penchent sur un niveau 5 qui serait le ROI de la formation, qui serait un niveau 5, du modèle de Kirkpatrick, qui aurait été introduit il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais, bien sûr. Alors, effectivement, on a les 4 niveaux de Kirkpatrick et c'est notamment, on va dire un auteur, je vais pas dire concurrent, mais complémentaire à Kirkpatrick, qui est Jack Phillips, qui avait ajouté le niveau 5 en disant, voilà, pour faire simple, si on fait, 100 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire et que la formation a coûté 20 000, voilà, il y a 80 000 € d'écart. On va essayer d'estimer ensuite, quelle est la part de responsabilité de la formation et cetera et on va tenter d'estimer une forme de retour sur investissement. La difficulté, c'est de pouvoir isoler la part de responsabilité de la formation, là-dedans. Au sein de la communauté Kirkpatrick, on parle plutôt de ROE pour retour sur les attentes, Return on Expectations, parce que justement on considère que, là c'est un parti pris, c'est méthodologiquement compliqué d'isoler l'effet de la formation et en même temps c'est contre-productif parce qu'on sait que la formation a besoin justement des autres fonctions, a besoin des managers, etc. Donc ne cherchons pas à nous isoler parce que isoler la formation, c'est s'isoler soi-même. Donc on préfère réfléchir en termes de résultats globaux d'un projet d'entreprise au sein duquel il y a une composante formation. On fait le deuil de la formation seule responsable des résultats et on va plutôt chercher à nouer des partenariats avec les autres fonctions, avec les managers, etc. et de valoriser les résultats globaux d'un projet un peu plus global par définition. Très bien. Et du coup, avec l'évolution des outils de digital learning, comment ça affecte, enfin, comment la manière d'évaluer l'efficacité de la formation, a changé? Est-ce que du coup, c'est plus difficile, plus facile ou pas? Alors c'est plus facile en termes de collecte des données, parce qu'aujourd'hui, c'est certain, qui dit innovation pédagogique, innovation technologique, dit aussi, bah, beaucoup plus de facilité aussi pour aller collecter des données. On va pouvoir incruster, des petits quiz d'évaluation des connaissances dans les modules learning, on va pouvoir utiliser des applications de suivi et cetera. Donc il y a pas mal de choses qui facilitent la collecte des données. Là où ça renouvelle aussi, l'enjeu, de l'évaluation, c'est que plus justement il y a de modalités pédagogiques différentes, plus il y a d'innovations technologiques différentes, plus on a besoin d'y voir plus clair. Donc on a besoin de pouvoir faire le tri et l'évaluation, je la présente souvent comme étant une forme de paire de lunettes qui nous est utile en tout cas pour y voir plus clair quant à ce qui a vraiment de l'intérêt. Parce que qu'est-ce qui nous permet de dire aujourd'hui, tiens, ça vaut la peine d'avoir un module learning préparatoire en amont ou de faire une classe virtuelle de suivi en aval, etc. Si au bout du compte, on n'évalue pas l'impact de cet élément dans le dispositif pédagogique général et dans les résultats obtenus. Donc à la fois ça facilite et c'est en même temps de plus en plus nécessaire parce que voilà, je prends un autre exemple hein, pour sortir du digital learning, mais la FEST. Mmh. La FEST aujourd'hui, beaucoup disent oui, c'est quand même exigeant, etc. Donc est-ce qu'il y a de l'intérêt à venir accoler cette modalité pédagogique à, par exemple, dans la continuité de formation présentielle, un peu comme l'accompagnement ou le coaching dont tu parlais précédemment. Bah, si on est capable de faire la démonstration que la FEST améliore le niveau 3 de Kirkpatrick, donc le transfert des acquis, là, il y a de l'intérêt. Donc, on doit toujours penser évaluation à partir du moment où on développe tout le dispositif pédagogique et que l'on intègre de nouveaux éléments, de nouvelles innovations. OK. Alors moi, j'ai rencontré les personnes qui me disent, «Évaluer, c'est bien, mais c'est compliqué d'évaluer, de mesurer l'efficacité ou l'impact des soft skills». Quelles seraient tes recommandations pour évaluer ces compétences un peu plus subjectives? Ouais, grand sujet. Alors, comment je m'y prendrais et comment je m'y prends concrètement? Eh bien déjà, on va partir justement de ces soft skills et on va les traduire en comportements observables et mesurables. Par exemple, est-ce que ce manager, a un bon, leadership, un leadership naturel ou, ce manager fait preuve d'empathie et cetera? Je vais dire: «OK, mais concrètement, ça ressemble à quoi?» Ça ressemble à quoi un manager qui fait preuve d'empathie? Qu'est-ce qu'il fait de différent par rapport à un manager qui ne fait pas preuve d'empathie? Et donc, on va pouvoir identifier comme ça des éléments observables, mesurables, donc des comportements qui vont permettre de, on va dire, d'opérationnaliser ces compétences comportementales en des actions concrètes. Alors certes, on ne va jamais faire le tour du sujet. C'est-à-dire, ça n'est pas parce qu'on est parti de la compétence faire preuve d'empathie et qu'on va traduire ça en 4-5 comportements qu'on aura fait le tour du sujet. Mais mon parti pris, c'est que déjà, si on arrive à se mettre d'accord sur ces quelques comportements, qu'ils sont mis en œuvre, on les observe et que tous les managers mettent en œuvre ces comportements, eh bien, ça sera déjà une belle victoire. Donc vraiment, l'idée à chaque fois, c'est de se dire à quoi ça ressemble quelqu'un qui a suivi cette formation et qui désormais fait preuve d'empathie, par exemple. D'accord, très clair. Est-ce que tu penses que l'IA ou les data analytics vont redéfinir l'évaluation des compétences et l'efficacité des formations?
Évidemment, l'IA va pouvoir intervenir à différents niveaux. Il y a vraiment 2 exemples principaux qui me viennent en tête. On en parlait précédemment, c'est déjà pour faciliter la collecte des données. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, plutôt que d'avoir des questionnaires statiques, que ce soit au niveau 1 pour la réaction et la satisfaction des participants ou au niveau 2 des quiz d'évaluation des connaissances et cetera, on pourrait imaginer des choses beaucoup plus dynamiques où, suite à une formation, j'aurais une question centrale qui serait, «Jonathan, est-ce que tu as apprécié cette formation?» Une question ouverte et en fonction de ce que je vais répondre, qu'on ait derrière une interprétation finalement de mes sentiments, de mes émotions, de la tonalité de mes réponses et que ça adapte complètement le questionnaire et que ça soit plutôt un échange, voilà, un peu comme avec un chatbot, mais voilà, plutôt que d'avoir des questionnaires, où on voit dès le début, mon Dieu, il y a 35 questions à à répondre. L'enfer! Là, au moins, ça serait en plus, il y aurait une forme de gamification et Ouais. cetera, donc ça sera assez sympathique. Donc je pense que l'IA peut intervenir à ce niveau. Et on pourrait même, l'imaginer sous forme de robot, conversationnel. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir rédiger et cetera, ce qui est quand même toujours un peu fastidieux à l'issue d'une formation, d'échanger oralement avec, une IA, qui, du coup interprète tout ce que tu as dit, je le fond, la forme, Mmh. et les attitudes, paraverbales, on va dire, ce serait super pour adapter la suite le questionnement. Ouais, tout à fait et puis alors là, pour le coup, tout à l'heure, tu parlais de digital learning, on peut l'incruster dans les modules de formation. C'est-à-dire Mmh. qu'on peut vraiment mêler évaluation et activité pédagogique. On pourrait très bien imaginer avoir cet échange, entre 2 modules e-learning et enfin voilà, il y a des choses à faire à ce niveau et l'autre exemple auquel je pense, c'est évidemment tout ce qui est analyse des données. Donc à partir du moment où aujourd'hui on le voit, hein, avec, ChatGPT ou, Copilot de Microsoft, tu prends juste un fichier Excel avec, les réponses, les données, peu importe le nom d'évaluation, tu mets ça dans la plateforme, ça analyse cela à une vitesse impressionnante et ça détecte des tendances. Donc ça vient mâcher le travail aussi, du professionnel de la formation qui derrière a plus de temps à consacrer à la mise en œuvre d'actions. C'est en cela que je trouve, l'IA intéressante, c'est de gagner du temps là où c'est justifié pour passer davantage de temps sur le terrain à améliorer justement, les formations. Est-ce que tu pourrais partager une mission de conseil? Puisque je sais que tu as gardé une activité de conseil, en plus de tout ce que tu fais déjà. Est-ce que tu pourrais nous partager une mission de conseil, particulièrement marquante où justement, l'évaluation de la formation a transformé, la façon d'apprendre, ou en tout cas la stratégie d'apprentissage, de l'entreprise? Ouais, tout à fait. Bon, je vais garder l'entreprise anonyme, hein, Bien sûr, pour des raisons de confidentialité, mais je pense à une entreprise, d'ailleurs avec laquelle je travaille encore actuellement, qui, c'est bon signe alors donc. oui, tout à fait, oui, oui, exactement. En tout cas, je le souhaite, je l'espère, qui a, et j'aime bien cette approche parce que, en fait, l'évaluation peut aussi avoir une mauvaise image parce que justement, on en parlait tout à l'heure, si c'est quelque chose qui est vu comme arrivant après la formation, on voit cela uniquement comme étant une accumulation de questionnaires et cetera, ça ne vend pas du rêve. Ça peut embêter tout le monde, les formateurs, les formatrices, les apprenants et cetera et donc là, l'idée, c'est de se dire: «On va utiliser, on va dire, l'évaluation, mais on va prendre un autre, prétexte qui est, l'amélioration de l'impact des formations» et donc c'est vraiment un travail que l'on fait en accompagnant les chargés de formation et donc on accompagne toute l'équipe formation et avec des managers, donc on a des groupes de travail représentatifs, on a fait un peu comme des cafés débats ouverts et cetera sur le sujet de l'impact des formations et vraiment en posant la question, aujourd'hui, on a besoin d'avoir plus d'impact, c'est une demande de la direction, c'est inscrit dans la politique formation de l'entreprise et cetera. Que peut-on faire pour améliorer l'impact des formations? Et donc déjà, on se met d'accord, là-dessus, donc l'entreprise ne partait pas de rien, hein et on bâtit, on va dire, un modèle plutôt de signature pédagogique en disant: «Voilà, ça pour nous, c'est une manière de faire de la formation qui a de l'impact» et on vient utiliser l'évaluation pour montrer que l'évaluation va permettre d'accroître, de maximiser cet impact. Mmh. Donc à la fois, on travaille sur l'évaluation. L'évaluation permet de révéler des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas et on se sert de l'évaluation comme un outil, comme un moyen pour derrière, vanter et communiquer aussi en interne sur ce projet, impact et là, on a vraiment des résultats intéressants parce qu'on outille aussi les chargés de formation, les chefs de projet formation pour qu'ils accompagnent leurs clients internes avec toute cette démarche et pour leur montrer que non, les chefs de projet formation ne sont pas juste des preneurs de commandes, mais qu'ils sont bien des, business partners pour aller ensuite, leur présenter des résultats. Et là, on voit qu'à partir du moment où on présente des résultats aux managers, aux clients internes, ils se disent: «OK, je comprends pourquoi j'ai aussi
un rôle à jouer et pourquoi ça ne peut pas juste rester, on va dire, dans la besace des professionnels de la formation. Voilà en quelques lignes un peu, mais il y a vraiment une forme d'acculturation. Encore une fois, c'est pas l'évaluation pour l'évaluation, c'est l'évaluation pour l'impact avant tout. OK, ouais, c'est malin. Et alors, tu as formé aussi des centaines de professionnels à l'évaluation des formations. Je sais que tu fais passer des certifications, dans le cadre des modèles Kirkpatrick. Quel est le type de retour que tu reçois, après ces formations, justement, de ces professionnels qui sont formés? Alors bonne Est-ce question, que tu est-ce qu'on évalues évalue? est-ce que tu évalues les C'est ça. formations à l'évaluation de la formation? En fait, tu vois, jusqu'où? Exactement, exactement, ouais. Bien oui, c'est tout à fait le cas. Alors, bah, justement, niveau 1, les participants sont ravis de la formation, donc ça, c'est très bien. Ils sortent avec plein d'enthousiasme et prêts aussi à passer à l'action. Ils apprennent quand même pas mal de choses, donc voilà, on les forme à la construction d'un dispositif d'évaluation de A à Z sur les 4 niveaux et ensuite, est-ce qu'ils passent à l'action? Parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Alors oui, parce qu'on fait on va dire des sessions de retour d'expérience que l'on mène plusieurs mois après et là, on voit quand même des résultats très intéressants dans le sens où, on a des personnes qui à la fois font évoluer leur système d'évaluation des formations, donc leurs outils, leurs questionnaires, retravaillent la communication et cetera, mènent des projets, d'évaluation de A à Z sur des formations à fort enjeu, obtiennent des résultats quand même très, très intéressants et on a parfois des cas, je vais te citer un exemple, mais j'en parle souvent, on pourrait même croire que c'est un mensonge, que que je travestis la vérité tellement c'est exceptionnel d'avoir eu un retour pareil. Luc, s'il m'écoute, je me souviens très bien, il était venu suivre la formation Kirkpatrick. Je le vois arriver donc 2 jours en présentiel. Le lendemain matin, il revient, il avait mon livre, chaque participant a mon livre et il y avait des post-it partout et je disais: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Je dis: Tu n'as pas dormi?» Il dit: «En fait, j'ai dévoré ton livre en une nuit parce que je n'ai pas le choix. Demain matin», donc le surlendemain, il devait présenter un plan d'action pour l'évaluation de formation en langue et cetera, prouver la contribution, à la performance commerciale et cetera. Et donc il avait une forme de pression. Lorsqu'il a présenté son travail, le directeur commercial lui a dit: «Il faut que tu quittes la DRH et que tu nous rejoignes». Et j'avais trouvé ça incroyable parce que c'était vraiment un changement de posture. Alors je ne dis pas qu'il faut quitter la DRH, mais en tout cas, là pour le coup, on avait vraiment un directeur commercial qui était séduit, qui se disait: «OK, là je comprends complètement l'impact» et depuis, lui, c'est devenu un fervent, promoteur, du modèle Kirkpatrick et ça a changé, il le dit lui-même, il dit: «Ça a changé sa carrière». Ah ouais. Donc voilà, ça c'est un exemple quand même assez Ah mais exceptionnel, carrément. mais en tout cas qui fait C'est plaisir. clair, c'est clair. Et c'est surtout ce qui fait plaisir aussi, c'est que le directeur commercial a enfin considéré la formation comme un outil au service du développement de ses collaborateurs et qui pouvait vraiment être utile dans la durée, quoi, pour la performance de l'entreprise. Ça, Exactement, c'est, je pense, une belle récompense. tout à fait. Si on faisait un pari sur l'avenir de l'évaluation des formations, quelle direction prédirais-tu, toi, pour les 5 prochaines années, par exemple? Bonne question. Bon, vraiment, c'est une C'est prédiction. sûr. On va dire, si je regarde un peu les grandes tendances de la formation, je pense vraiment que la formation va être de plus en plus, individualisée. Je pense que le collaborateur que l'on veut être acteur de sa formation sera de plus en plus acteur de son évaluation. Donc j'imagine vraiment l'évaluation comme étant vraiment très centrée sur la personne, pas vu comme quelque chose d'externe ou d'extérieur à lui, où on lui dirait: «Tiens, on va t'envoyer un questionnaire, il faut que tu répondes, il faut que tu fasses ça», mais plutôt comme un support à son apprentissage et à sa montée en compétences. Ce que j'aime bien, prendre comme exemple, c'est voilà, je sors de formation, demain, j'aurai, certains une application, un compagnon qui va, justement, comme son nom l'indique, m'accompagner lors du transfert, lors des situations de travail et cetera et à la fois cette application me donnera des conseils pour passer à l'action et régulièrement prendra, on va dire, la température pour dire: «Alors comment ça s'est passé? Tiens Jonathan, tu as fait une formation, je sais pas moi, animation de réunion, j'ai vu dans ton agenda que tu allais avoir une réunion, souviens-toi, c'est ça les bonnes pratiques, teste ça, et une fois que j'ai testé, tiens Jonathan, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu étais à l'aise? Est-ce que tu as besoin de compléments?» Donc vraiment quelque chose comme une forme de booster qui va à la fois améliorer l'efficacité de la formation et en même temps me proposer des petits moments d'évaluation. Donc voilà, j'imagine les choses comme ça, plutôt que des outils qui seraient, complètement extérieurs au projet de formation. Ah, donc ça fait un petit tuteur personnalisé dans sa poche. Exactement. Peut-être, dopé par l'IA, faut réfléchir là, il y a les développeurs, faut penser à un truc comme ça.
Exactement. Faut les mettre sur, Bah, faut les mettre sur la piste. c'est ça, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent. Exactement. Et du coup, on peut même aller jusqu'à dire que, en tant qu'acteur de sa formation, et on pourra aussi se mettre après l'évaluation, se dire, comme un espèce de service après-vente, de revenir en arrière en disant: «Attends, attends, attends, vous m'aviez promis ça. Finalement, suite à cette formation et suite aux évaluations que j'ai faites, je me sens pas en capacité de faire ce que vous m'aviez promis, donc il y a quelque chose à régler», quoi. Un peu, comme tu reviens parce que ton produit n'est pas satisfaisant, il rend pas les services qui t'avaient été vendus. Est-ce qu'on peut, même imaginer que ça va passer comme ça, à ton avis? Alors on peut l'imaginer et franchement je le souhaite parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on va développer l'évaluation, les apprenants vont effectivement vérifier si, comme tu le sous-entends, est-ce qu'il y a tromperie sur la marchandise? On m'avait promis une montée en compétences extraordinaire au bout d'une heure de module e-learning Bah et ouais, c'est et pas c'est le pas le cas. cas. Comment ça se Voilà passe? et là ça va Remboursé! exactement, exactement, voilà, faites un geste commercial, faites quelque chose. Mais effectivement, il va y avoir, une forme de challenge des prestataires de formation qui, voilà, vont être un peu mis sous pression si l'évaluation se développe, mais en même temps, pas que. C'est-à-dire, on en revient toujours à cette co-responsabilité où le manager aussi est responsable. Si le manager n'a pas fait son travail en amont pour aider son collaborateur à choisir la bonne formation qui va bien, à s'assurer qu'il allait pouvoir utiliser, ses acquis une fois de retour en situation de travail et cetera, forcément, ouais, on va aller vers plus d'efficacité, mais forcément plus d'exigence. Waouh! Bah, écoute, j'ai hâte de voir ça en tout cas, ça Ouais, promet et j'espère que ça va se passer comme on vient de le figurer. Ça pourrait être super pour tout le monde d'ailleurs, tout à pour fait. les apprenants comme pour les entreprises. Je te propose maintenant de passer aux questions, signature du podcast. Oui. Ma première question, c'est comment fais-tu ta veille? Ah ah. Alors, ma veille, je la fais à 2 titres. Je la fais effectivement pour mes fonctions chez AG6 dans le cadre de la certification Calliope et à titre personnel aussi. Moi, comme tu le sais, j'aime beaucoup les formats longs, donc je suis abonné à pas mal de newsletters. Ah, attends, 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 pardon, tu parles d'infolettre? Ouais, c'est pour me faire comprendre. Ah ouais, mais non, mais Je suis peut-être d'ailleurs le seul rédacteur d'une newsletter qui se nomme Infolettre volontairement, je sais pas, c'est un hommage à l'Académie française, je ouais, sais pas. c'est clair. Donc oui, je suis abonné à pas mal d'infolettres, de newsletters. Je suis pas mal de podcasts, je lis pas mal, pas autant que je le souhaiterais et je prends beaucoup de notes. J'essaye de tout compiler dans mon second cerveau, hein, qui est on va dire super système de prise de notes, de compilation, de synthèse et cetera et donc voilà, je le fais, sur tout un tas de sujets liés à la formation, mais pas que et j'aime beaucoup d'ailleurs faire un pas de côté et aller consulter aussi des contenus qui n'ont pas de lien direct avec la formation et de tenter justement de faire un lien. De faire des liens, ouais. Ouais, ouais, Mmh. tout à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a une formation qui a eu un impact, majeur sur toi et pourquoi? Ah, tu imagines, Pas du tout, pas du tout. tu imagines ma réponse? Mais clairement, oui, oui, c'est, quand j'ai suivi le programme de certification Kirkpatrick, à la base, je l'avais suivi d'ailleurs avec James et Wendy Kirkpatrick. Ah ouais, Donc ils étaient aux États-Unis, donc je suivais ça, en horaire décalé et c'était en ligne, à distance et avec Joss, on a voulu pour devenir aussi, formateur derrière, on a voulu aller la suivre aussi en présentiel et on est partis, tous les 2 à Londres la suivre pour voir aussi quelle était, la manière de l'animer et franchement, enfin moi ça a complètement, changer ta vie. bah, changer ma vie. Alors déjà, oui, il faut leur rendre hommage parce que ça fait quand même quelques années que je mange à ma faim grâce au Kirkpatrick, hein. Ouais. Et ils ont largement contribué à ma carrière, à ce que je suis, donc merci à eux. Et puis oui, clairement, ça retourne ton cerveau, Mmh. et ça change complètement ta manière de voir la formation. Donc maintenant, c'est sûr, je mets du pourquoi et des besoins et des objectifs partout, partout et pas que dans ma vie professionnelle. C'est un peu terrible pour mon entourage, mais Ah, tu évalues par exemple tes enfants, alors au niveau Kirkpatrick, comment ça se passe avec ton prof? bah, en tout cas, je leur explique parce que quand il faut expliquer ce que fait papa dans la vie, je dois forcément prendre des exemples par rapport à leurs cours et à leurs profs. Donc voilà, je leur explique les 4 niveaux et on a des soirées passionnantes. J'imagine. Si tu pouvais donner un seul conseil à un DRH ou un responsable formation qui cherche à faire de l'évaluation un pilier stratégique de son organisation, tu lui dirais quoi? L'action la plus simple,
c'est ce que font beaucoup des participants au programme de certification Kirkpatrick, c'est de changer ces questionnaires d'évaluation, etc. Mais je pense que c'est pas le truc le plus sexy. Je pense qu'il faudrait vraiment travailler en premier sur la question du transfert et se dire, j'aime bien parler non pas d'ingénierie pédagogique ou d'ingénierie de formation, mais j'aime bien parler d'ingénierie de performance en disant, il faut construire une solution qui augmente les performances des collaborateurs. Et donc, selon moi, c'est de le prendre un peu comme pour le projet Impact dont je parlais précédemment, c'est de dire, tiens, abordons les 2 sujets de front. Qu'est-ce que l'on doit faire pour améliorer le transfert? Donc, tu parlais de dispositifs de coaching tout à l'heure, par exemple. Par exemple, ouais. Et en même temps, en profiter pour introduire l'évaluation, ce qui va permettre aussi de vendre l'évaluation comme étant non pas un simple questionnaire de satisfaction, mais comme vraiment quelque chose qui va venir valoriser ce qui s'est passé sur le terrain. Donc voilà, ça serait d'attaquer le sujet du transfert, en tout cas de vraiment s'y mettre sérieusement et d'en profiter pour évaluer ce transfert. Ok, très bien. Quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous? Alors, il y a cette fameuse infolettre, Ouais. Impact Formation. On mettra les coordonnées de cette infolettre dans les notes de l'épisode, rassure-toi. Merci, qui continue sa croissance tranquille, etc. Donc j'ai de très bons retours, tant quantitatifs que qualitatifs. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis il y a cette 4e édition donc du livre dont tu parlais tout à l'heure. Donc voilà, C'est prévu pour quand? alors c'est 2025, je vais être très large. D'accord. Mais voilà, donc il y a ça. Là, je participe à nouveau aussi à d'autres projets d'écriture. Il va y avoir une nouvelle édition aussi du grand livre de la formation. Et puis en novembre, je me rends en Suisse à nouveau pour aller participer à un séminaire de recherche sur l'évaluation des formations avec le JIRIEF. Voilà un peu mon actualité. Eh ben, merci. Beaucoup Chargé, de choses. beaucoup de choses. Ouais, Ouais. tout à fait. Et ma dernière question, Jonathan, ce serait est-ce que tu as une suggestion d'invité pour un prochain épisode? Comme je suis un ch'ti, je suis dans le nord de la France, je vais penser à mes voisins belges. Alors, ils me pardonneront si je prononce mal leur nom de famille, j'espère. Il y a Gisèle Dedobelir, qui est responsable communication RH et développement des compétences chez Actiris. Et Gisèle a vraiment un point de vue très intéressant sur la formation et connaît très bien d'ailleurs les pratiques de formation en Belgique. Donc voilà, je pourrais te recommander vivement de contacter Gisèle. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, Jonathan. J'espère qu'on a pu motiver nos auditeurs à considérer l'évaluation de la formation comme un indispensable. Mais écoute, merci à toi. Je l'espère aussi. Et puis, je te dis à très bientôt, peut-être à travers tes différents supports écrits. Avec plaisir. Merci beaucoup, Delphine. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.